Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon écoutez, donc comme promis, aujourd'hui je vous fais la vidéo sur la Grande Dépression de 1929 et surtout l'analogie que l'on peut faire avec la période là que l'on est en train de vivre quand même en 2023 où franchement, je sais pas vous, mais il y a quand même pas mal d'accumulation dans tous les sens au niveau des guerres. Là on a même peut-être la Serbie et le Kosovo qui sont en train de partir en vrille, même en Europe on n'entend pas parler. Mais pourtant, c'est bel et bien le cas, j'ai tous les articles pour vous le prouver également, et même, j'ai même un texte du Parlement européen pour tout vous dire là-dessus spécifiquement, qui a été notamment écrit en octobre 2023. Voilà, donc là, tout est en train de partir un peu en vrille. Et ce qui est intéressant, c'est le but, c'est pas voilà, de vous faire peur, de vous prêcher la peur et tout. C'est vraiment peut-être de faire l'analogie, de comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi ça arrive, comment, peut-être, hein, en se basant sur le passé, parce qu'en fait, on se rend compte que tout est question de cycle hein, dans l'univers, du moins, que les choses se répètent. De toute façon, nous, les êtres humains, je crois qu'on est les champions du monde pour toute catégorie, hein, pour répéter les mêmes erreurs et ne jamais retirer les leçons du passé. Et donc c'est pour ça que je pense que l'analogie avec la crise de 1929, nommée la Grande Dépression, est plutôt bienvenue pour essayer de comprendre ce qui nous tombe dessus là en ce moment. Pourquoi pas? Après, je vous le dis, je vous le répète, je n'ai pas la science infuse, je ne fais que voilà, vous donner mon analyse au passage en se basant sur les faits, bien sûr, historiques, hein, factuels du passé. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti les amis, et puis d'abord, mon article également sur cryptoforce.fr. Donc, c'est vrai que je l'avais fait il y a un petit moment, mais du coup, je le remets au goût du jour parce que là, c'est vrai que les choses s'accélèrent quand même au niveau géopolitique et même au niveau économique. Donc, analogie avec la crise de 1929, donc la Grande Dépression. Donc, il faut savoir que la Grande Dépression, c'est tout simplement une période qui a duré peut-être une décennie de la plus grande crise du XXe siècle et même, certains diraient, de l'ère moderne, en fait, de l'humanité, on va dire. Donc ça a commencé, hein, je vais vous dire, aux États-Unis, un 24 octobre donc 1929, hein, et ça a été tout simplement un crash boursier. Pour vous dire, tout est parti de là. Et durant ce crash boursier, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu d'abord, donc, pour vous expliquer le contexte et l'introduction à ce crash boursier, eh bien, toute une période très faste, un peu à l'image des périodes d'après la Seconde Guerre mondiale avec les 30 glorieuses. Eh bien là, on avait la même chose, mais dans le cadre du temps d'après la Première Guerre mondiale de 14-18. Et donc, effectivement, en fait, toutes les industries, les entreprises, etc., se sont appuyées sur le fait que bah, les pays, notamment en Europe, chez le mondial, se sont basés sur la reconstruction et donc ont utilisé les industries d'armement, par exemple, pour reconstruire, pour les reconvertir et pour les reconstruire derrière les bâtiments, le pays, enfin les pays, etc. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez toute une période très faste après la Première Guerre mondiale. Et donc dans ce cadre-là, vous aviez les entreprises qui sont vraiment développées. Et donc leurs actions boursières ont fait des records inégalés pendant 10 ans en fait. Et donc, qu'ont fait les investisseurs dans ce cadre-là? Eh bien, vous avez une sorte de routine où il suffisait de miser hein, de l'argent sur une entreprise plutôt cotée, bien vue, etc. Et il suffisait derrière d'attendre un petit peu pour que les actions montent et forcément retirer sa plus-value derrière. Et donc ça a été là quasiment la routine pendant 10 ans, hein, après la Première Guerre mondiale. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été tellement la routine que les investisseurs, même les entreprises, se sont toutes, en tout cas beaucoup, hein, endettées, en partie, pour justement pouvoir investir, retirer derrière, attendre un peu, retirer leur plus-value, ainsi de suite. Voilà, donc c'est quelque chose, même aujourd'hui, alors je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, bien évidemment, mais quand on voit, par exemple, les investissements en crypto, ou quand je dis il y a plein de sources d'investissement possibles aujourd'hui, l'or, l'argent, l'immobilier, enfin, les actions dans des entreprises et tout, mais toujours, hein, la première règle dans tout investissement, c'est de ne jamais miser déjà plus enfin, que ce que vous avez au final. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça, si vous l'investissez et que vous perdez derrière, il ne faut pas que ça impacte au final votre vie personnelle ou votre train de vie. Sinon, il ne faut pas investir.
Vous voyez, déjà, la première règle, à cette époque-là, déjà, elle était bypassée totalement. Et donc ça, c'était le cas pour les investisseurs particuliers, mais également pour les entreprises, vous imaginez. Donc ça veut dire qu'en fait, le premier crash qu'il y a eu boursier, donc le 24 octobre 1929 aux États-Unis, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez eu la panique, comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé 100 ans après. Les gens sont commencés à vendre en masse, et derrière, eh bien, vous avez eu des gens qui se sont fait ruiner, sauf que le problème, c'est que c'était des personnes qui étaient, enfin, beaucoup étaient endettés, notamment au niveau des entreprises. Donc derrière, vous avez eu beaucoup de faillites personnelles, des faillites professionnelles au niveau des entreprises, et c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'en quelques années, donc là j'ai les chiffres, hein, eh bien avec la fermeture en cascade des entreprises, les États-Unis sont passés de 1,5 million de chômeurs en 1929 hein, à près de 12 millions en 1933. C'est-à-dire que le chiffre a été multiplié par 10, quoi. Tellement il y a eu des fermetures d'entreprises dans ce cadre-là. Que bien sûr, après, derrière, il y a tous les jeux des fournisseurs, il y a une grosse entreprise qui fait faillite, et bien derrière, ben, tous les fournisseurs impactés, etc. Donc ça fait vraiment domino. Et donc, ce qui est aussi à noter, c'est que derrière, ben, vous avez vu, les banques ont été impactées. Et oui, parce que qui c'est qui a octroyé les prêts hein, aux entreprises et aux investisseurs particuliers de façon presque avec un énorme laxisme, il faut le dire, eh bien, c'était les banques. Sauf que les banques ont été également impactées, puisqu'à partir du moment où il y a eu énormément de faillites personnelles et professionnelles, eh bien, tous ces genres de faillites-là ont fait en sorte que les banques ne revoient jamais leur argent au final, et encore moins leurs intérêts. Donc, on a eu également en cascade des faillites de la part des banques aux États-Unis, avec près de 5000 banques qui ont fait faillite durant la crise de la Grande Dépression. Quand même, 5000 banques. Donc là, ça rappelle quand même des choses, hein. Si je fais directement l'analogie avec aujourd'hui, on sait déjà qu'aux États-Unis, il y a quand même plusieurs banques qui ont fait faillite. On entend quand même que les signaux sont plutôt entre le orange et le rouge, même pour certaines banques, et que s'il n'y avait pas eu le gouvernement américain pour réinjecter de l'argent, aujourd'hui, ce serait peut-être bah, on va dire le no man's land au niveau des banques aux États-Unis. Donc déjà, pour vous dire l'analogie, même si bien sûr on n'en est pas là encore, hein. Bon, ensuite, il faut savoir que ce sont justement les banques américaines qui, en voulant, bah, involontairement après, hein, bien sûr, évidemment, en voulant se sauver, en voulant limiter la casse, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait à l'époque? Elles ont retiré leurs capitaux, en fait, qu'elles avaient investis partout dans le monde. Résultat, qu'est-ce qu'elles ont fait en même temps? Bah, elles ont tout simplement propagé la crise, qui était à la base localisée aux États-Unis, à l'échelle mondiale. Hein, forcément, puisqu'elles ont retiré leurs capitaux en masse d'un coup. Et donc, c'est pour ça que de 1929, donc on a eu la crise de la Grande Dépression aux États-Unis, qui s'est répercutée sur plusieurs années à la suite, après hein, cette Grande Dépression aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde notamment. Et donc c'est pour ça qu'avec cette catastrophe généralisée donc au niveau mondial, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu des réactions des gouvernements qui ont essayé d'éteindre le feu, quoi, d'éteindre les incendies. Et ils ont pris deux mesures, notamment en Europe. Là, je me base sur, on va dire la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, par exemple. Ils ont pris deux mesures, suivant les pays, hein. Donc, par exemple, le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont tout simplement dévalué volontairement leur monnaie fiat en Europe. Enfin, ils n'ont pas eu trop le choix vraiment, mais grosso modo, ils ont tout simplement sorti de l'étalon or à cette époque-là. Donc, parce que la livre sterling était à l'époque backup hein, par l'or, c'était un étalon or. Ils sont sortis de l'étalon or tellement en fait c'était la catastrophe. Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que ça a provoqué cette sortie? Elle a provoqué simplement la chute de la valeur de la livre sterling. Elle était passée de 4,3 dollars à enfin, une grosse chute, hein, à 3, quelque chose à l'époque. Et donc, en fait, pourquoi ils ont fait ça à la base, le gouvernement au niveau britannique? C'est tout simplement parce qu'avec justement la chute de la valeur de la livre sterling, eh bien, ils ont pu mettre le paquet sur, enfin, du moins c'est ce qu'ils comptaient faire, hein, sur les exportations derrière. Et oui, parce que si on a une monnaie qui baisse au niveau des prix, enfin, au niveau de la valeur par rapport aux autres pays, notamment par rapport au dollar, eh bien, les importations sont effectivement plus chères, mais par contre, les exportations sont plus compétitives, en fait. Et donc, vous pouvez faire grossir votre marché commercial au niveau de l'exportation. C'est sur quoi comptaient à l'époque les Britanniques pour relancer leur économie. Sauf que ça n'a pas marché, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils sont retrouvés même à taxer au niveau des douanes une augmentation de 10% pour justement essayer de compenser aussi les importations
au niveau de la chute de la valeur de leur propre monnaie. Il faut le faire quand même. Sauf que ça n'a pas marché. Donc ça, c'était l'exemple déjà du Royaume-Uni à l'époque. Et bien sûr, vous avez d'autres pays en Europe qui ont choisi le système traditionnel de la déflation, c'est-à-dire du système qu'on connaît aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt des banques centrales notamment, et pour essayer justement d'enrayer le problème, de couper, si vous voulez, la hausse de l'inflation, mais derrière au détriment du pouvoir d'achat toujours des citoyens. Et ils ont également essayé de diminuer les salaires apparemment à l'époque pour les pays qui ont adopté ce genre de politique déflationniste au niveau de la hausse des taux d'intérêt enfin de la hausse des taux directeurs plutôt des intérêts de banque centrale, bref. Et donc, l'objectif, voilà, c'était vraiment de réduire les dépenses et donc la pression d'achat dans les magasins, mais exactement au final, la mesure qu'ont prise les banques centrales aujourd'hui dans le monde, que ce soit la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, la Fed, et même la Banque centrale du Royaume-Uni, du Japon, ce que vous voulez. Et donc, ce qui est fou, c'est que, justement, est-ce que ça a marché? Non. Ah, à l'époque, ça n'avait pas marché non plus, tellement la crise était vraiment assez conséquente, quoi. Donc, quand on voit enfin, ça n'a tellement pas marché, pour vous dire, qu'il y avait même eu aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis aussi, ils avaient mis en place toute une politique justement déflationniste, ils ont tout essayé, sauf que ça n'a tellement pas marché que c'est justement dans ce cadre-là qu'il y a eu le New Deal. Vous savez, c'est la célèbre réforme du New Deal qui était justement mise en place pour essayer de relancer l'économie. Ça avait été mis en place par Roosevelt à l'époque, dans le cadre entre 1929 et l'année 1930. Et donc, cette mesure New Deal, elle a quand même visé à réformer toutes les institutions financières et bancaires. Donc, c'est quand même pas rien. Et bien, ça n'a pas suffi, pour vous dire. Donc, c'est pour ça que dans les années 30, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un énorme mécontentement des populations qui ont vu leur pouvoir d'achat, quelles que soient les mesures prises par les gouvernements. Après, bon, on va peut-être pas leur jeter la pierre au gouvernement parce que il n'y avait peut-être pas grand-chose à faire. C'est la crise économique, c'est le système peut-être qui était plus adapté, enfin mal vu, où les gens ont payé en fait tout simplement les 10 années glorieuses d'après-guerre, et ils ont payé le prix de leur laxisme derrière. Et résultat, eh bien, on s'est retrouvé avec une augmentation du mécontentement des populations qui ont vu leur pouvoir d'achat chuter. Ça rappelle quand même peut-être un petit peu la période qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et derrière, c'est comme ça que vous avez eu des figures politiques fascistes, mais à l'époque, bien évidemment, à l'époque, comme Hitler en Allemagne. Voilà, c'est comme ça, en fait, que la Grande Dépression de 1929 a préparé quelque part le terrain, notamment à Hitler, même dans d'autres pays, j'ai vu plusieurs pays, notamment l'Italie, à l'époque, etc. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de voir ce genre de choses quand même. Et quand on fait l'analogie avec aujourd'hui, alors bien sûr, on n'est pas, nos extrêmes droites ne sont pas des Hitler, on va dire. Mais par exemple, quand on voit la poussée du nationalisme, même en France, on le voit, le Rassemblement national, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ils n'avaient aucune chance. Aujourd'hui, avec le mécontentement, mais même pas que sur l'aspect politique, également l'immigration, etc., eh bien, vous avez une poussée du Rassemblement national. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez intéressant comment les crises économiques en fait, préparent le terrain et renforcent tout simplement le nationalisme. C'est plutôt ça, c'est le nationalisme. Bon. Et donc, avec ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été le cafouillis, du coup, vous l'avez compris, pendant 10 ans derrière. Donc, à partir de 1929 jusqu'à 1939. En 10 ans, c'était le cafouillis. Et en 1939, vous avez quoi? Vous avez le début de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne qui envahit la Pologne. Tout simplement. Et donc, ce qui est fou, c'est que c'est en fait la Seconde Guerre mondiale qui a solutionné quelque part la Grande Dépression de 1929, puisque en faisant la guerre, au niveau, en même temps le bazar de partout, eh bien, qu'ont fait les pays? Eh bien, ils ont remobilisé leur population, qui était prête au niveau du nationalisme, qui était avec un sentiment patriote, etc., très fort à l'époque, qui est peut-être pas le cas aujourd'hui, si on fait l'analogie, beaucoup moins en tout cas. Et donc, vous vous êtes retrouvé avec des populations en masse qui étaient focus sur un ennemi, mais extérieur, et plus intérieur comme avant. Voilà, le vote était là, et donc vous êtes retrouvé après avec la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc attention, je ne dis pas que c'était volontaire, bien sûr, de mettre la guerre mondiale au milieu, mais en tout cas, ça a permis, ça c'est un fait, de
relancer tout simplement les économies. Ils ont un peu sur un bouton sur 0, reset, et hop, on repart comme en l'an 40, hein, pour le coup. Bon, et donc, quand même, quand on fait l'analogie avec aujourd'hui, c'est là où je veux en venir, hein, c'est quand même assez flagrant. Donc là, j'ai même les articles à vous montrer. C'est vrai que je ne vais pas montrer d'articles avant, mais là, je vais vous montrer les articles au fur et à mesure. Regardez, Le Monde, déjà 2022, vous voyez, la progression inédite du Rassemblement national aux législatives, circonscription, profil des élus et enjeux. Et c'est vrai que le Rassemblement national a toujours été vu comme l'extrême droite. Mais bon, enfin, on va dire que c'est peut-être une question de point de vue, proportion, voilà. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose quand même qui est très révélateur dans le sens où aujourd'hui nous vivons une époque, nous sommes tout simplement en crise économique, voilà. Et on voit qu'il y a derrière, une des conséquences, c'est également des partis politiques qui sont pas habituels, on va dire. Voilà. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, peu importe, hein. Moi, je vous dis, je suis apolitique complet, j'y crois plus trop aux politiques, donc peu importe. Donc après, vous avez également, donc là je vais vous montrer d'autres articles, justement, on va parler de guerre. Donc, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, là, aujourd'hui, on en est au niveau des guerres, je crois que vous avez déjà tous compris, hein. Donc on a, bien évidemment, alors là j'ai BBC News Afrique, vous voyez au niveau de l'article, pourquoi l'ONU n'intervient-elle pas dans le conflit Israël-Hamas? Donc là c'est le plus récent des conflits qui a éclaté, et on voit depuis que c'est le bazar avec notamment tous les pays où vous avez des manifestations pro-Palestine, etc. Bon, peu importe, mais du coup ça c'est déjà une nouvelle guerre. Bien sûr, vous avez la guerre précédente, hein, qui était en fait la guerre Russie-Ukraine, hein. Je dirais, elle est peut-être presque sur la fin, donc limite, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Hein, pourquoi pas? Mais surtout, ce que je trouvais très intéressant, c'est cet article de l'Écho, avec notamment David Colomb, qui précise la Troisième Guerre mondiale et la guerre de l'information. Et ça, c'est peut-être la différence, on va dire, entre la Seconde Guerre mondiale et la Troisième... Enfin, on n'est pas en Troisième Guerre mondiale, hein, mais on y est peut-être sans le savoir, en fait. C'est-à-dire, on pourrait se dire, aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale, elle est différente. Comme il y a tout l'aspect nucléaire au milieu, les pays se retiennent un peu quand même. On le voit avec la Russie, bon, ils sont en guerre contre l'Ukraine, mais ils n'ont pas utilisé l'arme nucléaire, par exemple. Donc, l'époque, les mentalités sont également différentes entre 2023 et 1929. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit allez tous au front, pas sûr que ce soit la ruée vers les trains pour aller au combat, hein. C'est clair. Peut-être que les mentalités ont changé, le patriotisme est moins évident quand même s'il y a une montée, par exemple, de certains partis politiques, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit totalement du patriotisme à ce niveau-là. Après, je peux me tromper, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une autre mentalité. Et donc, là où on voit vraiment la différence, enfin, après, c'est mon avis, je vous dis, moi, je n'ai pas la science infuse et tout, clairement, hein. Vous pouvez même me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment ouvert pour débattre là-dessus, même pour changer mon propre avis, hein, je veux dire, peu importe. C'est juste pour dire, vous basez quand même, pour interpeller sur le fait qu'aujourd'hui, on a vraiment des faits similaires, hein, très analogiques, hein, entre la guerre, enfin, la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, la période économique de 1929 et aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale, en fait, de l'information. Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est là où je veux en venir. Après, au niveau de cette vidéo aussi également, c'est que, en fait, si on contrôle ce que les populations peuvent connaître, peuvent savoir, peuvent ingérer en termes d'informations, mais en fait, vous contrôlez les populations. Et en 1929, c'était facile au final, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas donc suffisait d'avoir un décret, machin, et les populations n'avaient pas la possibilité de savoir réellement ce qui se passait à droite, à gauche, dans l'extérieur des frontières. Si ce n'est d'avoir les journaux en papier écrit, etc. Mais aujourd'hui, il y a Internet au final. Et Internet, ça change tout. Donc au niveau, il y a vraiment une guerre mondiale de l'information. Et c'est pour ça, vous avez même le système de fact-checker, là. Hein. Bon, de plus ou moins bonne qualité, on va dire. Mais qui propose de vérifier les informations. Parce que vous avez de la propagande dans tous les sens, mais pas que. On peut penser directement à la Russie, mais pas que. Même chez nous, en France, on a également de la propagande. On le voit bien avec les médias qui ont toujours un sens unique. Notamment, quand on a eu la guerre Russie-Ukraine, il y avait un sens unique, c'était les Russes, les méchants, l'Ukraine, les gentils.
Aujourd'hui, on est en train de constater que c'est peut-être de moins en moins le cas quand on voit peut-être qu'il y a des crimes de guerre des deux côtés qui ont été commis. Bref, on va pas m'apesantir là-dessus. Mais pour vous dire que, quand même, voilà, il y a quand même des analogies entre aujourd'hui et hier au final avec 1929. Et surtout, donc là j'ai un dernier article également de Figaro, la Chine intensifie son intimidation militaire, affirme Taïwan. Donc en fait aujourd'hui on a plusieurs bazars sources de tension. On a donc la Chine avec Taïwan, derrière donc les États-Unis, mais aussi on a un dernier, là je vais vous montrer, hein, dernière, ce que je vous ai dit en début de vidéo, la possible, enfin les remontées de tension quand même entre le Kosovo et la Serbie notamment, puisque vous voyez, j'ai carrément une résolution du Parlement européen du 19 octobre 2023, c'est extrêmement récent quand même, sur l'évolution récente du dialogue entre la Serbie et le Kosovo. Notamment la situation des municipalités du nord du Kosovo. Effectivement, vous avez eu des attentats terroristes là qui ont été commis récemment, donc en 2023, hein, là-bas. Et vous avez des policiers et tout qui sont morts, enfin bref, ça a été un peu le bazar. Et donc vous avez voilà, tout le récapitulatif presque chronologique des événements qui sont passés ici, entre la Serbie et le Kosovo. Donc vous voyez que c'est pas, enfin c'est un pavé le truc, hein. Et ça a interpellé énormément donc le Parlement européen, l'OTAN, etc. Donc on voit quand même, c'est assez phénoménal de voir que durant la crise économique que nous avons, on a une explosion des tensions en fait à l'échelle internationale, mais partout, hein, vraiment de partout. Et donc ça, c'est, faut dire, enfin, pour vous interpeller, faut dire, est-ce que c'est voulu ou pas? Franchement, on peut pas dire. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand on fait l'analogie entre 1929 et aujourd'hui, on voit que bah, c'est passé par une escalade au final des tensions géopolitiques à travers déjà des tensions internes qui ont été refoulées par les gouvernements vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en clair, c'est on dirait, hein, après je vous dis, voilà, c'est mon avis, mais que ce soit en 1929, même aujourd'hui, eh bien, on voit qu'avec le mécontentement des populations, en fait, les gouvernements, quels qu'ils soient, hein, ont tous intérêt à faire en sorte que les populations, plutôt qu'elles s'en prennent au gouvernement interne, eh bien, s'en prennent à des gouvernements externes. Voilà. Et donc, quand on voit, par exemple, que la guerre Russie-Ukraine, eh ben, ça a été une question, c'était larvé en fait, hein, depuis des années, et que ça a pété comme par hasard en 2022, au moment où les populations commencent à s'énerver pour X raisons, avec le pouvoir d'achat, le Covid au milieu, les vaccins, bref, etc. Quand on voit derrière, vous avez Taïwan, la Chine qui s'énerve contre Taïwan parce que vous avez des navires américains occidentaux qui tournent autour de Taïwan, et donc vous avez la Chine qui commence à envoyer ses avions autour de Taïwan, donc montée des tensions. Peut-être que par jeu, soit volontaire ou pas, hein, peu importe, mais par jeu interposé, au final, les tensions sont en train d'exploser. Et que les gouvernements, c'est peut-être au final les grands gagnants dans l'histoire, quand vous avez une population qui, plutôt que de se concentrer sur eux, bah, se concentre sur la peur déjà, parce que le but c'est de faire peur aux populations, de façon à ce qu'elles restent chez elles et qu'elles ne bougent pas. Vous voyez? Donc là où je veux en venir, en fait, peu importe si j'ai peut-être tort ou raison, hein, sur ces choses-là et tout, mais en tout cas, le plus important qu'il faut retirer dans cette histoire, c'est le fait que nous, en tant que personnes, il faut vraiment qu'on garde à l'esprit qu'il faut penser par nous-mêmes déjà, essayer de s'informer par soi-même, à droite, à gauche, ne pas avoir qu'une seule source d'information, et encore moins peut-être celles normales, hein, au niveau médiatique, mais voilà, et enfin, derrière, avoir également son propre circuit d'investissement économique, pas seulement au niveau du réseau bancaire, mais également sur d'autres sources d'investissement pour les raisons que je vous ai citées, parce que peut-être ça va peut-être s'empirer, parce que là, j'ai pas l'impression que les choses sont en train de se calmer, hein. Au contraire, quand on voit qu'on est en train de délaisser la guerre Russie-Ukraine et que finalement on va se taper, déjà en train de se taper l'Israël, le Hamas, c'est pas fini, parce que ça peut également évoluer en conflit généralisé au Moyen-Orient avec l'Iran, pourquoi pas l'Arabie Saoudite et tout au milieu. Derrière, provoquer un choc pétrolier, on n'est toujours pas à l'abri, hein, je le rappelle, un choc pétrolier.
Bon, ça fait un peu beaucoup là. On a l'impression qu'en 2023, on est en train de condenser un petit peu toutes les crises qu'on a connues entre 1929 et au final aujourd'hui, quoi, en 100 ans. Donc c'est pour ça que le but, la morale de la vidéo, les amis, c'est surtout, je pense, faut pas paniquer, faut comprendre comment et pourquoi les mécanismes ça, sont en train d'émerger. C'est que en fait, les gens en ont marre, hein, clairement, hein, et que les gouvernements, au final, leur intérêt, c'est de mettre le bazar pour que au final, justement, les gens aient l'attention détournée à ce niveau-là. On voit bien, par exemple, en 2018, quand il n'y avait pas de guerre, on a eu les gilets jaunes juste à cause des prix de l'essence qui étaient montés à 1,8, etc. Entre-temps, on est monté à plus de 2 euros, vous n'avez plus de gilets jaunes. Voilà, donc on peut voir que derrière, il y a également possibilité de manipulation par l'information. Donc d'où je dis la Troisième Guerre mondiale, je suis totalement d'accord avec David Colomb, où la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre de l'information. Parce que la guerre, en fait, n'est pas faite entre les pays vraiment, elle est faite sur les populations. Voilà. Donc le fin mot de l'histoire, hein, pour conclure les amis, c'est que on voit que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un basculement du monde, hein, ça c'est clair, à cause des crises économiques, et donc tout part, le fin mot de l'histoire, c'est que tout part au final de l'économie, on le voit bien, hein. Et donc c'est pour ça que, par exemple, tout le système de monnaie fiat, qu'on peut voir, ben, on voit qu'il est de plus en plus fragile, parce que depuis 1929, toutes les monnaies fiat sont encore plus cassées la figure, hein. Vous voyez, il suffit de taper sur Internet valeur de dollar, valeur de l'euro depuis leur naissance, et vous allez voir qu'ils ont tous perdu de la valeur, énormément. Donc c'est pour ça que, enfin, diversifier déjà son panier d'investissement avec les cryptos, l'or, l'argent physique, l'immobilier, pourquoi pas si vous avez les moyens, les actions des entreprises, etc. Eh bien, ça peut être aussi une occasion de sortir un petit peu du réseau traditionnel bancaire, etc. Et pourquoi pas, en plus il y a une guerre au milieu et tout, notamment encore plus en Europe, ben, vous pouvez être sûr qu'il y aura également encore une chute avec une inflation derrière, etc. Notamment s'il y a quelque chose d'encore plus officialisé entre le Kosovo et la Serbie. Bon les amis, donc ça c'était vraiment factuel, hein, ce que je vous ai parlé. J'ai mis mon analyse au milieu, vous avez compris également, hein, au niveau des faits. Mais c'est pour ça, du coup, il faut rester quand même positif, hein, donc c'est le fin mot de l'histoire. Et on n'en est pas encore à la Troisième Guerre mondiale nucléaire et tout, hein. Donc que les temps ont changé, vous avez bien compris. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale de l'information. Et ça, par contre, on y est en plein dedans. Nous sommes déjà, en fait, en troisième guerre mondiale de l'information et également de l'économie. Parce que je rappelle qu'il y a les BRICS qui sont en guerre économique, notamment que la Russie, on l'a vu, hein, contre l'OTAN, l'Europe, l'Occident, compagnie. Voilà. Donc, avec ça, bah, écoutez, au moins, ça permet peut-être de intéressant, en tout cas, que j'ai trouvé, de voir l'analogie entre les deux. Je voulais vraiment vous faire une vidéo là-dessus. Bon, bah sur ce les amis, moi je vous dis à bientôt, je dis à la vidéo, donc là je suis crypto numéro 49 que je ferai jeudi, parce que c'est vrai que les cryptos là sont en train de... bah, pas mal de nouveautés en ce moment, hein, pas mal d'actualités, et donc voilà. Allez, prenez soin de vous, la bise, ciao.